Bonjour, je suis gynécologue et j'ai une quarantaine d'années. J'ai toujours été curieuse de connaître les différentes préoccupations des gens, et j'ai donc décidé de partager ma propre histoire. Depuis mon plus jeune âge, j'ai une vision plutôt cynique de la vie. Mes camarades de classe m'ont même surnommé New Yorker en raison de mon comportement de citadine. C'est peut-être pour cette raison que je n'ai pas eu de véritable relation avant la vingtaine. J'étais entièrement concentrée sur mes études de médecine et je n'avais pas le temps de sortir avec quelqu'un. Même ceux qui s'intéressaient à moi ne parvenaient pas à attirer mon attention ou à me demander en mariage. Mes amis m'ont suggéré de me maquiller et de sourire davantage pour me rendre plus accessible. Bien que cela semble être une pratique courante, c'était incroyablement difficile pour moi. Pendant mes jours de congé, je m'adonne généralement à des excursions d'une journée, en séjournant dans de luxueux hôtels 5 étoiles ou en voyageant à l'étranger, tandis que mes amis dépensent leur argent en rendez-vous galants. J'ai toujours choisi de dépenser mon argent uniquement pour moi. Très tôt, j'ai abandonné l'idée de sortir avec quelqu'un, mais au moment où j'ai accepté ma décision, un homme est entré dans ma vie de manière inattendue. Avec le recul, je ne dirais pas qu'il me correspondait, mais à l'époque, j'avais prévu de prendre un peu de repos dans un hôtel avec une vue à couper le souffle. Cependant, j'ai reçu un appel de ma mère après avoir pris ma chambre. Elle m'a informé qu'elle avait organisé un rendez-vous à l'aveugle pour moi. Pour être honnête, ma relation avec ma mère n'est pas très étroite, et j'ai donc brusquement mis fin à l'appel lorsqu'elle a mentionné le rendez-vous à l'aveugle. En réponse, elle m'a envoyé un message disant qu'elle avait déjà organisé le rendez-vous et que je pouvais soit y assister et lui donner une chance, soit l'annuler sans conséquence. Le message était accompagné d'une photo de l'homme que j'étais censée rencontrer. Ma mère est ma belle-mère, car elle a épousé mon père lorsque j'étais au collège. En tant qu'adolescente lunatique, je l'ai détesté dès le premier jour de notre rencontre, et c'était apparemment réciproque. Cependant, nous avons convenu de ne pas interférer dans nos vies respectives. Cependant, depuis que je suis devenu médecin, elle a dépassé les limites, comme dans la situation actuelle. Dans le passé, mon père dirigeait une entreprise bien connue à Boston, et ma mère y travaillait également. Malheureusement, elle est décédée à la suite de complications lors de l'accouchement, laissant mon père m'élever seul. Finalement, ma belle-mère a commencé à travailler dans l'entreprise de mon père, et ils se sont progressivement rapprochés, pour finalement se marier. Je comprenais que mon père avait le droit de vivre sa vie, et je ne me suis donc pas opposée à sa décision. Cependant, j'ai posé 2 conditions. Premièrement, je ne l'appellerai pas maman. Deuxièmement, je voulais qu'elle s'abstienne d'interférer dans ma vie ou d'essayer de remplacer ma vraie mère. Ils ont accepté mes conditions, se sont mariés et la belle-mère a respecté son engagement avec diligence pendant une longue période. Cette approche consciencieuse nous a épargné les conflits typiques des familles recomposées. Leur satisfaction conjugale était évidente, et cette harmonie a persisté même lorsque j'ai été admis dans une école de médecine, ce qui m'a amené à déménager à Baltimore. Naturellement, mes parents et moi avons opté pour des résidences séparées, ce qui nous a permis de mener des vies indépendantes. Cependant, ma belle-mère a récemment tenté de s'immiscer dans mon mariage, adoptant un rôle maternel qu'elle n'avait jamais occupé auparavant. Une confidente, qui connaît bien la dynamique de ma famille, a suggéré que ses motivations pourraient consister à m'orienter vers une union prospère. Peut-être avec un agenda caché. Cette révélation m'a répugnée et j'ai commencé à résister à son ingérence. Malgré ma réticence initiale, sa persistance s'est accrue. Elle a choisi le salon de l'hôtel où je séjournais pour me faire part de ses intentions. Réfléchissant à l'opportunité d'affronter la situation de front ou de monter un spectacle avec un ami masculin, j'ai opté pour une approche plus discrète, espionner l'homme prévu pour le rendez-vous à l'aveugle. Arrivé au salon avant l'heure prévue, j'ai discrètement inspecté les lieux jusqu'à ce qu'un homme correspondant à la description envoyée par ma belle-mère attire mon attention. Nerveux et anxieux, il était assis devant une tasse de café intacte. Une mésaventure s'est produite lorsqu'un enfant, s'agitant dans tous les sens, a accidentellement renversé du café chaud sur lui. Réagissant avec un sang-froid remarquable,
il a réconforté l'enfant effrayé et l'a rassuré, montrant un côté de lui qui m'a véritablement ému. Mon scepticisme initial quant à son caractère, alimenté par l'implication de ma belle-mère, s'est estompé lorsque j'ai été témoin de sa réaction compatissante. Je suis retournée dans ma chambre pour me changer rapidement, puis je suis retournée au salon, en m'excusant de mon retard, et je l'ai rejoint. Il m'a expliqué qu'il venait d'arriver, essayant d'apaiser la situation. Il a admis avoir bu le café renversé dans un moment de nervosité, car il s'agissait de son premier rendez-vous à l'aveugle. Au fil de la conversation, j'ai trouvé sa chaleur et sa générosité séduisantes. Bien qu'il n'ait pas de base de comparaison, il semblait être le premier-né d'une famille aisée et me correspondre de manière prometteuse. Dans notre famille, mon père travaillait comme fonctionnaire, et même si ses revenus n'étaient pas extravagants, il nous assurait une vie stable. Il était incroyablement gentil avec moi, surtout lorsque je n'allais pas bien ou que j'étais pessimiste. Peu à peu, sa chaleur et les encouragements des personnes que j'ai commencé à fréquenter ont modifié ma façon de voir les choses. Ils ont remarqué un changement en moi, probablement parce que j'ai commencé à sourire davantage, ce que je ne faisais pas beaucoup auparavant. Finalement, je me suis retrouvée à me préparer à une nouvelle étape avec mon petit ami, le mariage. Il avait souhaité cet engagement dès le départ. 6 mois après notre rencontre, nous nous sommes mariés. Au début, notre mariage était une source de joie, comme pour n'importe quel couple de jeunes mariés, et je me sentais vraiment satisfaite. Cependant, les choses ont pris un tournant lorsque ma belle-mère a commencé à réclamer un petit enfant. Je n'étais pas très enthousiaste à l'idée d'avoir un bébé. Ma position à ce sujet avait été clairement exprimée à mon mari avant même notre mariage, mais il semblait qu'il ne l'avait pas communiqué à sa famille. Bien que mon mari m'ait assuré qu'il s'occuperait de la situation avec sa mère, je me suis sentie obligée d'y remédier moi-même. J'ai rencontré mes beaux-parents et leur ai fait part de mes appréhensions concernant la grossesse, surtout après le décès tragique de ma mère lors de l'accouchement. J'ai expliqué que cette expérience avait fait naître en moi une peur profonde, associée à mes connaissances de médecin sur les complexités de la grossesse et de l'accouchement. Dans un premier temps, leur réaction a semblé compréhensive, mais peu après, la désapprobation de ma belle-mère est devenue évidente. Elle me demandait sans cesse pourquoi nous n'avions pas d'enfants. À chaque fois, je me retrouvais à répéter les mêmes raisons. C'était un cycle sans fin. Elle m'a accusé d'essayer de rompre la lignée familiale, laissant entendre que j'avais trompé mon mari en le mariant. Ses reproches incessants et son incrédulité m'ont exaspérée. Elle m'a avoué qu'elle ne m'avait jamais aimé, citant mon cynisme et mon manque de chaleur. Croyant que le fait d'avoir un enfant me transformerait d'une manière ou d'une autre, sa suggestion choquante de faire appel à une mère porteuse pour perpétuer la lignée familiale m'a laissé pantois et m'a répugnée. En réponse, je n'ai pu m'empêcher d'exprimer mon étonnement et mon dédain face à une telle idée, la jugeant à la fois absurde et dérangeante. J'espère que cette réécriture a su capturer l'essence de l'original tout en le présentant d'une manière plus polie et plus fluide. Si vous souhaitez des ajustements ou des précisions, n'hésitez pas à m'en faire part. Comprenez-vous que le recours à des mères porteuses est considéré comme illégal? Que essayez-vous de me faire comprendre maintenant? Oui, je suis conscient de l'illégalité de cette pratique. Pourquoi envisagez-vous d'impliquer les forces de l'ordre, même si vous avez été élevé par une belle-mère? Ne savez-vous pas que le décorum dicte le choix des mots? Quelle est la raison d'être d'une profession médicale si vous faites preuve d'une telle impolitesse? Vos parents sont-ils encore fiers de votre réussite professionnelle? Lors d'une altercation avec ma belle-mère, alimentée par ses objections véhémentes, il semblait que la dispute durerait jusqu'à ce que l'un d'entre nous succombe. Mon mari, pris entre deux feux, ne savait pas comment intervenir, et le conflit a fini par s'apaiser lorsque ma belle-mère s'est retirée dans sa chambre, saisissant l'occasion. Mon mari m'a sorti de la situation, mais une nouvelle vague de complications a suivi peu après. De manière surprenante, ma belle-mère, autrefois pointilleuse et désobligeante, a commencé à me convoquer chaque fois qu'elle avait des engagements sociaux. Bien qu'elle me loue en public, elle adopte un comportement sévère en privé. Confuse et perturbée, j'ai fini par confier à mon mari sa double nature, estimant qu'il méritait de connaître le véritable caractère de sa mère. Bien que déconcerté, il a tenté de me rassurer.
attribuant son comportement à une pétulance passagère. Contrairement à ses assurances, la conduite de ma belle-mère s'est détériorée au fil du temps. Lorsqu'elle a appris que j'avais des petits-enfants potentiels, elle n'a cessé de me harceler, insinuant des failles dans ma santé génésique. Même lorsque j'ai proposé de partager les résultats de mes examens médicaux, elle les a rejetés, m'accusant d'avoir les moyens de manipuler les résultats en raison de ma profession. Il est devenu évident que se réconcilier avec elle était un objectif inaccessible, mais je me suis abstenue de faire pression sur mon mari pour qu'il choisisse entre nous. Pour tenter de maintenir la paix, j'ai choisi de ne pas tenir compte de son existence, refusant d'écouter ses paroles. Mais cela n'a fait qu'intensifier son mécontentement. Les choses ont empiré lorsqu'elle a eu recours à des talismans superstitieux, qu'elle a placés clandestinement dans ma maison pour s'assurer de sa fertilité. La découverte de ses agissements lors d'une séance de nettoyage a mis en évidence l'ampleur de son ingérence incessante, signalant l'escalade d'un véritable problème. Lors de la sortie d'anniversaire de mon beau-père, j'ai décidé d'étancher ma soif avec un verre d'eau. À ma grande surprise, ma belle-mère m'a tendu un verre à l'aspect particulier et a insisté pour que je ne boive que cette eau. À contre-séure, j'ai posé le verre, avec l'intention de boire de l'eau ordinaire à la place. Mais elle m'a grondé, prétendant que je ne l'avais jamais écoutée, et m'a versé de force de l'eau dans la bouche. Bien que j'ai essayé de garder mon calme en raison de l'occasion spéciale, je n'ai pas pu tolérer son comportement plus longtemps. Dans un moment de frustration, j'ai pris le verre de ma belle-mère et l'ai jeté contre le mur, le brisant en morceaux. Ce geste a étonné ma belle-famille et mon beau-père m'a demandé avec colère ce que je faisais. Malgré sa fureur, j'ai refusé de reculer et j'ai exprimé mon mécontentement quant à la façon dont ma belle-mère me traitait. J'ai demandé une explication pour cette eau bizarre et j'ai demandé pourquoi elle insistait tant pour me la faire boire. Fâchée par mes accusations, ma belle-mère a évité de me regarder dans les yeux. Frustré par la situation, mon beau-père a confronté sa femme, lui demandant si elle avait effectivement fait quelque chose à l'eau. Incapable de répondre à son interrogation, ma belle-mère s'est tue. Ma belle-sœur, assise à mes côtés, a alors pris la défense de ma belle-mère, affirmant que Monica, ma belle-mère, était simplement trop enthousiaste dans ses tentatives d'aide. Elle a laissé entendre que je ne devais pas rejeter la responsabilité de l'incident sur ma belle-mère. Mon mari, visiblement bouleversé, est resté silencieux. À ce moment-là, j'ai réalisé que ma présence dans la famille était source de tension et de malaise. En quittant discrètement la maison, j'ai cherché à me réconforter en discutant avec mon mari de l'éventualité d'un divorce. Mon mari a rejeté l'idée avec véhémence, la qualifiant d'absurde. Cependant, j'ai essayé de le convaincre que le divorce pourrait être le seul moyen de rétablir la paix au sein de la famille. J'ai avoué que la raison pour laquelle j'avais gardé secrète ma décision d'avoir un enfant était que je voulais lui épargner d'autres conflits. Les larmes aux yeux, je me suis sentie trahie. En réponse, mon mari m'a assuré qu'il assumerait la responsabilité d'élever un enfant et qu'il me soutiendrait, affirmant qu'il me servirait pour le reste de notre vie. Il m'a demandé de reconsidérer la question, soulignant qu'il m'aimait pour ce que j'étais, indépendamment de ma profession de médecin. Tout ce qu'il voulait, c'était une vie normale et avoir un enfant avec moi. Je sollicite humblement votre attention et votre considération. Tout ce que je demande, c'est que vous m'écoutiez encore une fois et que vous reconsidériez la question. Je vous assure que ma mère ne fera rien d'étrange ou d'inhabituel. Si nous prenons la décision de nous réconcilier, nous pourrons tous vivre heureux jusqu'à la fin de nos jours. Mon mari, submergé par ses émotions, a crié jusqu'à ce que sa voix résonne dans toute la ville. Il a fini par s'asseoir dans la rue, des larmes coulant sur son visage. Le fait d'être témoin de sa détresse m'a mise mal à l'aise, mais je n'ai pas pu me résoudre à accepter ses sentiments. Au lieu de cela, j'ai suggéré que si je le quittais, il aurait la chance de rencontrer une femme merveilleuse et de trouver le bonheur. C'est ainsi que nous avons divorcé avant de fêter notre premier anniversaire de mariage. Malgré l'insistance de mon mari à ne pas se séparer, ma belle-mère a accueilli favorablement le divorce et nous a offert son soutien. Parfois, mon mari me manque, même après le divorce. Cependant, j'ai compris que je n'étais pas faite pour le mariage et j'ai pris la décision de ne plus jamais me marier.
Je me suis donc habituée à vivre seule une fois de plus. Je m'inquiétais de la réaction de ma belle-mère en raison de son tempérament fougueux. Elle a fini par me gronder pour avoir divorcé si peu de temps après m'être mariée, mais lorsqu'elle a appris ce qui s'était réellement passé, elle a confronté la personne qui m'avait présentée à mon mari et lui a fait part de sa frustration. Comment avais-je pu commettre un acte aussi terrible à l'encontre de sa fille bien-aimée? À ce moment-là, j'ai eu envie de la confronter et d'exprimer ma colère, mais je m'en suis abstenue pour le bien de ma propre fille. J'ai ressenti une sensation étrange lorsque mon père m'a fait part des propos de ma belle-mère. Il était difficile de croire qu'elle irait aussi loin pour moi, d'autant plus que je ne l'avais jamais traitée avec gentillesse et que je n'avais jamais tenu compte de ses sentiments en tant que mère. J'ai été touchée par ses actions et j'ai eu des remords pour l'avoir considérée comme une belle-mère diabolique. Après l'incident, je me suis progressivement ouverte à ma belle-mère et j'ai fait des efforts pour établir une relation plus étroite avec elle. J'ai même commencé à l'appeler maman. Rien de tout cela ne serait arrivé si nous n'avions pas divorcé. Le temps a passé et cela fait maintenant 3 ans. Je continue à vivre seule, tout en conservant mon image de femme de carrière posée. Un jour particulier, j'étais de service et je venais de terminer une opération. Contrairement aux autres jours, il semblait y avoir un afflux plus important de patients au service des urgences. En sortant dans le couloir, dans l'intention de prendre une tasse de café, j'ai vu des visages familiers. Mon ex-belle-famille et mon ex-mari se disputaient vivement avec quelqu'un. Intriguée par l'agitation, j'ai été tentée d'intervenir, mais j'ai préféré l'ignorer et m'éloigner. Cependant, j'ai entendu mon ex-belle-mère accuser quelqu'un d'avoir l'intention de faire du mal à sa fille pour son propre compte. Je lui ai alors demandé pourquoi cette personne voulait rompre la lignée familiale, alors que mon ex-mari avait une fille. L'accusation semblait absurde. Comme je l'avais indiqué avant notre mariage, mon ex-mari était le seul héritier mâle de 4 générations de leur famille. Je veillerai à ce qu'elle vive une vie épanouie au-delà de son imagination. C'est vous qui avez consenti à tout cela, et maintenant l'idée de rompre la lignée familiale vous dérange. Non, je ne peux pas approuver cette décision. À ce moment-là, ma belle-mère s'est agenouillée devant moi, implorante, accompagnée d'une autre femme. Confus, je me suis renseignée auprès de l'infirmière et n'ai découvert qu'ensuite le récit complet. Ma belle-sœur était en train d'accoucher et devait subir une ablation de l'utérus en raison d'une hémorragie importante. Avant l'opération, le médecin a demandé l'accord de la famille sur un formulaire de consentement, mais la famille a catégoriquement refusé. Ils ont insisté pour qu'elle continue à avoir des enfants jusqu'à ce qu'un garçon naisse. L'ex-belle-mère a désespérément plaidé pour que la femme signe le formulaire de consentement, en insistant sur le fait que la vie de la femme était en danger. Bien que je ne sois plus liée par le sang, j'ai ressenti une intense poussée de colère. Je me suis adressée à la vieille dame et lui ai fait part de ma frustration. Alors que vous persistez dans votre entêtement, la vie de votre belle-fille est en danger. Vous la mettez en danger pour un petit-fils. À quoi sert un utérus si votre belle-fille périt et que vous restez les bras croisés? En tant que mari, quel est votre rôle? Votre femme est en train de mourir et vous ne vous en apercevez pas. Si vous ne pouvez pas la protéger, envisagez de divorcer et de vous remarier. Qu'elle ait un utérus ou non, cela vous semble sans importance. Signez ce formulaire maintenant, ou j'envisagerai une action en justice pour complicité de préjudice potentiel. Dans un geste audacieux, j'ai présenté le formulaire de consentement au mari de la belle-sœur, qui, alarmé, l'a finalement signé. Rapidement, l'interne de l'hôpital a apporté le formulaire dans la salle d'opération. La belle-mère, furieuse, m'a confrontée, m'accusant de menacer la famille de la patiente et de participer à un prétendu complot d'assassinat. J'ai envisagé de répliquer, mais je me suis arrêtée lorsque la belle-mère est intervenue. Quelle est votre intention? A-t-elle demandé. Ma fille est en train de mourir et vous êtes obsédé par le fait de ne pas avoir de petit-fils. Comment pouvez-vous vous considérer comme un être humain et osez-vous crier après ma belle-fille? Belle-fille, est-ce que vous appelez le médecin votre belle-fille maintenant? Avez-vous momentanément perdu la raison, en observant la situation? J'ai eu de l'empathie pour les ex-belles-familles et j'ai ressenti un élan de compassion. En effet, ai-je affirmé, je suis la belle-fille de cette famille.
La femme qui se trouve aux urgences est ma belle-sœur, mais surtout, je suis ici en tant que médecin, obligé de sauver la vie d'un patient. Je suis prête à tout pour assurer sa sécurité et je n'hésiterai pas à affronter quiconque tente de s'en mêler. Si vous ne voulez pas d'ennuis juridiques, il est sage de rester silencieux et d'espérer que votre belle-fille reste indemne. J'ai haussé le ton, menaçant d'intenter une action en justice pour entrave à l'activité professionnelle si un malheur lui arrivait. La scène a stupéfié tout le monde à l'hôpital, c'était la première fois que l'on me voyait aussi intense. La belle-mère a pleuré et exprimé sa gratitude à profusion. Finalement, la sécurité de l'hôpital a raccompagné les beaux-parents de la belle-sœur à l'extérieur et l'opération s'est déroulée avec succès. Il y a eu des moments de tension, mais heureusement, les médecins ont endigué l'hémorragie et l'opération s'est terminée favorablement. Dans les jours qui ont suivi, mon ex-mari m'a rendu visite avec insistance, plaidant pour une autre chance. Il prétendait d'avoir désespérément besoin de moi, mais malgré ma tentation, j'étais résolue à ne pas revenir sur le passé. Un soir, alors que je m'apprêtais à quitter le travail, on a frappé à la porte de ma chambre, c'était mon ex-belle-mère. Elle m'a demandé un moment pour parler, mentionnant qu'elle avait quelque chose d'important à dire. Je m'attendais à de la gratitude pour l'incident précédent, mais au lieu de cela, elle m'a présenté des excuses inattendues. Elle a reconnu ses erreurs, avouant qu'elle craignait que je ne méprise son fils bien qu'elle apprécie mes origines. Elle a avoué en larmes sa stupidité, réalisant qu'elle m'avait blessé malgré mes efforts pour sauver la vie de sa fille. Elle m'a demandé pardon en me tenant fermement la main. Ces excuses sincères ont éveillé quelque chose en moi, même si j'ai essayé de masquer mes émotions. Ces paroles m'ont profondément touchée. Elle est partie, me laissant dans une pièce remplie d'une chaleur inconnue dans mon cœur. J'ai partagé les événements de la journée avec ma mère, y compris la discussion sur la possibilité de retrouver mon ex-mari. Les mots d'encouragement de ma mère m'ont poussé à appeler mon ex-mari. Au lieu de me précipiter vers une réconciliation, j'ai proposé de sortir à nouveau ensemble, comme lors de notre brève fréquentation avant le mariage, afin d'évaluer l'évolution de la situation. Il a accepté et nous avons entamé cette nouvelle phase. Malgré les murmures de la société sur le fait de sortir avec quelqu'un avec qui j'avais été mariée, nous avons trouvé du réconfort en explorant une fois de plus notre connexion, sans être interrompus par les opinions des autres.